Bonjour à toutes et à tous. Et merci à toute l'équipe du MAJ d'organiser de telles rencontres en ce moment. On va partir pendant, disons, une quarantaine de minutes du côté du XVIIIe siècle parisien. À vrai dire, on part pas très loin puisque le livre d'André Burguère se passe énormément dans le quartier, j'ai envie de dire. Et ensuite, on partira ailleurs, dans un autre espace, et plutôt donc en Palestine-Israël au 19e et 20e siècle avec Chloé Rosner. Bonjour André Burguère. Je veux dire quelques mots de votre travail, de votre œuvre. Vous êtes spécialiste de l'histoire de la famille et des populations. Auteur notamment du vaste travail collectif Histoire de la famille à la fin des années 1980. Qui a beaucoup marqué ce sujet, mais vous êtes aussi une figure en France de ce qu'on appelle l'anthropologie historique, qui a poursuivi les efforts lancés il y a maintenant longtemps pour une histoire sociale, culturelle, une histoire des mentalités aussi, engagée avec l'école des Annales, sur laquelle vous avez produit une histoire intellectuelle qui était paru en 2006 chez Odile Jacob. Donc vous êtes un peu à la croisée entre, disons, une histoire de la famille, mais aussi une histoire de l'histoire, j'ai envie de dire. Et votre livre, donc, qui est paru l'année dernière chez Arché, que vous pouvez voir en face, j'ai envie de dire que c'est un petit livre assez saisissant dans sa forme, très peu académique, parce qu'on est directement in medias res, composé de courts chapitres très attachés à la description des acteurs, des situations qui composent les mondes juifs, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas, c'est ce que vous allez montrer, il n'y a pas un monde juif parisien au XVIIIe siècle, en tout cas il n'est pas encore très structuré. Et vous explorez donc la présence juive avant la Révolution, à partir d'archives, principalement policières. Et il s'agit de recensement de population et d'un autre côté, donc recensement sur la base on va y revenir, de la délivrance des passeports, puisque sous l'Ancien Régime, on est dans une situation assez particulière, puisque les individus juifs à Paris, qui sont quelques dizaines, on a envie de dire, entre 1710, disons, et 1780, font l'objet d'une surveillance très forte à travers ce dispositif du passeport sur lequel on reviendra. Ça, c'est la première source de votre travail. Et la deuxième source, ce sont des permis d'inhumer qui vous permettent de retracer un petit peu les itinéraires de ces personnes, disons, qui sont assez loin de nous aujourd'hui. Donc c'est un contexte quand même assez important à rappeler aujourd'hui, puisque en France, depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685, comme vous le dites dans la toute première page du livre, la France était l'un des États européens les moins tolérants à l'égard des minorités religieuses. Alors il faut se remettre un petit peu dans ce contexte, ça a l'air loin, mais gardons à l'esprit que, par exemple, c'est ce que vous dites, le dernier édit d'expulsion qui datait de Louis XIII, quand même, n'était pas encore révoqué. Mais cela n'empêchait pas une présence, bien que faible, de personnes juives dans plusieurs villes, Bordeaux en particulier, Bayonne, Metz, avec un statut assez particulier pour les juifs de Metz, et progressivement Paris. Alors on va se concentrer tout au long de cette rencontre sur le cas parisien. Et je dirais, pour terminer cette présentation très rapide du contexte, c'est qu'il s'agit d'un judaïsme, disons, moins toléré que contrôlé, surveillé, observé de près, à travers donc ce régime du passeport sur lequel on va revenir. Et j'ai envie encore de préciser que votre livre, il est constitué, et c'est ça sa force, il me semble, autour de deux tensions. D'un côté, des discriminations très fortes, puisque les Juifs n'ont absolument pas les mêmes droits sous l'Ancien Régime que les autres habitants de Paris. D'un côté, donc, des discriminations, mais des modes de présence, des modes de participation au monde social, professionnel. Et une deuxième tension très intéressante, c'est que vous montrez que ce Paris juif, il est, disons, distinct entre sa rive droite, pour résumer, où vivent principalement je ne sais pas si on appelle déjà, d'ailleurs, les Ashkénazes des Ashkénazes à l'époque. En tout cas, c'est un peu ce qu'on dirait aujourd'hui. Juif allemand. L'écrasante majorité vient de Metz, qui était en France. Alors, je vous donne le micro, comme ça on vous entendra. Même si l'écrasante majorité vient de Metz, qui était en France. Voilà. Alors, d'un côté, cette rive droite, et de l'autre, une rive gauche de la Seine, où vivent principalement ceux qu'on appelle à l'époque les Juifs du Midi,
ou de Bordeaux. Ce qui recoupe, on va le voir tout à l'heure, aussi des différences sociales, professionnelles et même politiques, surtout au moment de la Révolution française. Donc on est en plein dans le sujet à présent. J'ai envie de revenir justement sur le choix de votre sujet avant toute chose, avant d'entrer dans la description un peu de ces mondes juifs parisiens du XVIIIe siècle. Vous êtes connu comme spécialiste de l'histoire de la famille. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'histoire des Juifs parisiens au XVIIIe avant la Révolution? Est-ce que c'était un projet ancien, une découverte récente? Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu le hasard. En fait, j'avais une de mes anciennes étudiantes qui voulait organiser, qui était très bien avec le maire d'Aurillac à l'époque, et qui voulait organiser un grand colloque à Aurillac. Et je lui ai suggéré de prendre comme sujet les migrants, puisque les habitants du Cantal, oui, les habitants du Cantal faisaient partie des populations françaises qui migraient beaucoup, d'abord vers l'Espagne, et puis ensuite plutôt vers Paris. Et alors, à ce moment-là, elle m'a dit d'accord, mais j'aimerais bien aussi que vous y participiez. Il est vrai que moi, je m'étais occupé de migration de paysans de la région parisienne, etc., mais guère d'autre chose. Et c'est un jour, en fouillant un peu dans la salle des inventaires des Archives nationales, où je tombe sur un ouvrage d'un chartiste qui est mort à la guerre de 14, d'ailleurs, qui sont des procès-verbaux d'inhumation de Juifs à Paris au XVIIIe siècle. Bon. J'ouvre ça, je regarde, et c'était passionnant parce que j'ai compris tout de suite que c'est une petite population. Pour tout dire, c'était deux petites populations. L'une habitant sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche, et ils n'avaient aucun lien entre les deux. Ils ne se mariaient pas entre eux. Le seul lien qu'ils avaient, c'était au moment de l'enterrement. Parce qu'ils avaient un cimetière, enfin une place dans le jardin d'une brave dame qui habitait la Villette, et même d'ailleurs vers la fin disons une dizaine d'années avant la fin de l'Ancien Régime, ils ont dû acheter, ils ont dû quitter cette terre, donc les Juifs du Midi ont acheté un endroit assez proche, qui est encore d'ailleurs aujourd'hui visitable, qui est rue de Flandre, maintenant à Paris, et les autres, ils ont acheté quelque chose, on leur a acheté quelque chose tout à fait du côté de Montrouge. Voilà, donc au moment de la Révolution, ils n'avaient plus le moindre lien entre eux. Voilà. Tenez bien votre micro proche de la... Oui. Donc on évoque souvent historiquement la présence ou la population juive parisienne à d'autres époques. Mm-hmm. Est-ce que le XVIIIe siècle, sur ce plan, était resté méconnu? Comment vous êtes repéré dans cette histoire qui est... Méconnu, non, je dirais pas que c'est méconnu. Il y a beaucoup de choses décrites. Les Juifs écrivent beaucoup sur les Juifs. Et dans les revues juives, j'ai lu un peu tout ce que je pouvais. J'ai utilisé, y compris les ressources de la bibliothèque ici, qui est une bibliothèque qui n'est pas très riche en général, mais qui est très bien fournie pour les revues juives, mais malgré tout, ça ne couvrait pas tellement Justement, j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. Là. Voilà. D'accord. Alors, quand on se met sur un sujet pareil, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans les documents que vous avez pu retrouver? Vous montrez l'utilisation qu'on peut faire de sources policières qui ont été constituées pour surveiller, contrôler et même discriminer des populations. Et vous défendez l'idée qu'on peut les utiliser sans pour autant reproduire le regard que des policiers parisiens, dont on va parler un petit peu, produisent sur les Juifs. Comment vous avez fait pour vous distancier un petit peu d'un regard très fantasmé? J'ai fait ce que font tous les historiens, parce que si les historiens devaient se contenter de sources pures, de tout regard pervers, etc., entre autres de regard policier, entre autres, par exemple, l'histoire sociale serait impossible à faire. Hein. Donc, on peut en tenir compte, mais c'est surtout... ce qui est intéressant, c'est de voir que
ceux qui étaient observés, ce n'était pas simplement un gibier qu'on essayait de capturer, etc. C'est des gens qui savaient se défendre, qui savaient dire ce qu'il fallait dire, si vous voulez. Donc, il y avait derrière ça tout un monde qui méritait d'être exploré. Comment vous expliquez justement que ce petit monde, ces quelques dizaines de personnes dans Paris, font l'objet vraiment, quand on lit votre livre, on se rend compte qu'ils font l'objet d'une surveillance quotidienne, répétée, avec énormément de papiers. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher, malgré le risque d'anachronisme, de penser à une période comme celle de l'occupation, évidemment, parce que c'est évidemment un moment de production d'énormément de documents qui montrent la violence faite aux Juifs, mais au XVIIIe siècle, on est évidemment dans un autre contexte, à une autre époque. Qu'est-ce qui explique ce regard un petit peu obsessionnel? Il y a une forme d'obsession dans ce que vous décrivez. Enfin, c'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Le lieutenant de police, surtout depuis Louis XIV, passait son temps. Les gens sionistes ont été poursuivis, tout un tas de populations. Ce qu'il y a, c'est que eux-mêmes, on peut dire qu'il y avait une sorte je dirais pas d'antisémitisme, parce que l'expression est sans doute anachronisme, mais d'antijudaïsme dans la police, par exemple. C'est pour ça qu'il les poursuivait, et de façon tout à fait intéressée, parce qu'en même temps, être chargé de la surveillance des Juifs, ça rapportait de l'argent, parce qu'on pouvait les rançonner. Voilà. C'est ce qui se passe, d'ailleurs, plusieurs fois, avec ma population. Voilà. Et le clergé, certainement aussi, ont joué un certain rôle dans le développement de cet anti-judaïsme. Mais en revanche, les relations avec la population elle-même, localement, étaient beaucoup plus complexes. Et souvent, d'abord, ces juifs qui peuvent nous paraître bizarres maintenant, enfin surtout dans leur accoutrement, surtout les juifs de la rive droite, les juifs allemands, comme on disait, parce qu'ils étaient barbus, qu'ils avaient une toque, etc. Et qui parlaient un langage bizarre. Ils parlaient un langage guère plus bizarre que tout un tas de populations qui venaient de régions plus proches ou qui parlaient des patois inaudible pour les Parisiens. Paris était un véritable melting pot des langues de ce point de vue-là. Donc, et puis, si bien qu'ils pouvaient localement, d'autant plus que la population n'avait guère de droits, à l'inverse de ce qui peut se passer, ce qui se passe aujourd'hui à l'égard des étrangers, parce qu'on dit que quand les étrangers sont acceptés, ils utilisent des droits qui devraient nous être réservés, mais à ce moment-là, les sujets n'avaient aucun droit. Donc, ils n'avaient aucune sympathie particulière pour les agents du roi qui les tracassaient, etc. Voilà. En quoi consiste ce fameux régime du passeport? Est-ce qu'il est réservé aux populations juives et à quoi il sert? Il n'est pas réservé aux populations juives, mais comme les juifs n'ont officiellement pas le droit de résider dans le royaume, ils ne peuvent donc circuler et surtout y avoir une activité limitée d'ailleurs, commerciale ou autre, en demandant un permis. Et c'est ce qu'on appelle un passeport. Ce passeport, ils doivent le demander à chaque fois qu'ils entrent à nouveau dans le territoire. Donc c'est très, très différent d'un passeport moderne qu'on a une fois pour toutes, ou enfin qu'on doit simplement faire remettre à jour. Et en plus, il n'est pas décerné par le pays dont vous dépendez, mais au contraire par celui qui vous accueille. Voilà. Donc c'est très difficile d'obtenir un passeport et d'entrer dans le royaume à l'époque. C'est pas très difficile, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est payant. Voilà, donc ceux qui le demandent... D'ailleurs, il faut bien dire, tous ces juifs d'Europe centrale qui constituent le gros et les plus pauvres parmi ces juifs qui viennent en France et qui demandent un passeport, ne viennent pas en France parce que le pays est plus libre. Il est, comme je vous l'ai dit, en fait, il est plus contraignant et il respecte moins les libertés que, par exemple, la plupart des États allemands de l'époque. Mais d'abord, Paris est une capitale énorme, une grande capitale,
Et il y a des possibilités, des ressources pour acheter, vendre des bijoux, pour tout ce qui est le luxe ou le semi-luxe, et qui les attire pour faire des affaires, ça c'est sûr. À propos de ces deux rives qui structurent à la fois évidemment la géographie parisienne, mais aussi la géographie sociale juive à l'époque, qu'est-ce qui les distingue en fait? Au-delà du fait que ce ne sont pas les mêmes origines, quel est le monde, disons, professionnel ou bien social à rive droite et rive gauche? Bon, en gros, je serais tenté de dire que il y a plus de richesse sur la rive gauche que sur la rive droite. Autrement dit, sur la rive droite, il y a beaucoup de pauvres. C'est tous ces pauvres qui arrivent, ces colporteurs, beaucoup, car qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques banquiers. En fait, c'est d'ailleurs un trait général des communautés juives, c'est qu'elles sont très disparates du point de vue social. Il y a des riches et des pauvres. Hein. Et en général, les riches se sentent une obligation de soutien aux pauvres, en particulier pour les sépultures, choses comme ça. Mais là, sur la rive gauche, ce sont ces juifs de Bordeaux. Ils vendent des tissus de luxe. Vous voyez, comme Bordelais, ils vendent des soieries. Il n'y a pas beaucoup de culture du mûrier à Bordeaux. Donc c'est parce qu'en fait, on sait qu'ils viennent des États du Pape. Voilà. Mais et ils sont très bien, ils s'arrangent pour être bien avec les autorités locales. Entre autres, l'un de leurs appuis, c'était une protection ecclésiastique. Ils aimaient s'installer quand ils pouvaient, parce qu'ils étaient poursuivis par les corporations, parce que bien sûr, eux étaient hors corporation et les corporations voulaient les faire condamner. Et donc, ils s'installaient, par exemple, dans la mouvance de justice de l'abbaye Saint-Martin, hein, ou même du Temple. Il y en a même qui s'étaient installés dans l'enclos du Temple. Où là, et il y avait la même chose sur la rive gauche, dans l'enclos Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Ouais. Parmi tous ces juifs parisiens, vous faites de nombreux portraits grâce aux archives. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'un d'entre eux qui se nomme Salomon Ayman, oui. Que vous consacrez 2-3 pages à ce personnage assez particulier, oui. Il faut dire. Parce qu'il est l'exemple même, on pourrait dire, des porte-Jews, c'est-à-dire des juifs qui se lançaient dans le grand commerce international. Il est à Paris. À Paris, il habite dans le quartier près de la rue Beaubourg, dans le quartier des Juifs de l'Est, disons, des Juifs allemands, comme on dit. Mais lui-même, il est en rapport avec un industriel anglais. Il se rend lui-même en Angleterre pour affaires. Donc, il a une envergure et il le reçoit à Paris. Et il travaille en affaires aussi avec des Français non juifs. Ils ont monté une affaire ensemble, etc., de commerce, de bijoux, de matériaux de bijouterie avec l'Angleterre. Donc, c'est un marchand de grande envergure. Bon, des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. C'est quand même un exemple. Il y a lui, et puis il y a des banquiers, bien sûr. Voilà. Votre livre s'achemine jusqu'au, disons, au moment de la j'ai pas envie de dire la préparation de la Révolution française, parce que ça serait déjà connaître la fin de l'histoire, mais disons que vers les années 1780, on remarque un desserrement un petit peu de la oui. politique de discrimination et de contrôle des Juifs. Qu'est-ce qui explique c'est une forme d'habituation à la présence juive dans Paris? Oui, je pense que les tendances... il y avait une sorte de tendance philanthropique qui pouvait jouer... L'influence de l'Église a baissé et l'État lui-même, le gouvernement, est ouvert. Comme je vous ai dit, Malesherbes préparait en principe... Vous ne l'avez pas encore dit, mais... ah bon, vous pouvez le dire. Oui. Malesherbes qui a fait l'édit sur les protestants en 87, qui crée d'ailleurs un état civil, puisque les protestants, en principe, les actes de naissance étaient des actes de baptême, les actes de décès étaient des actes d'enterrement, et c'était enregistré par le prêtre de l'Église. Et donc, pour les protestants, on a créé un état civil, c'est-à-dire quelque chose qui devait être hors l'Église et qui était géré par un officier civil. Donc, c'est une nouveauté. Et Malesherbes,
qui est responsable qui représente justement cette aile très ouverte du règne de Louis XVI, cette volonté cet esprit, on peut dire, des Lumières, préparait quelque chose de semblable pour les Juifs. Seulement, il a lu beaucoup, d'ailleurs, dans sa bibliothèque, il a lu énormément de choses, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué pour les Juifs. Parce qu'il y avait plusieurs milieux juifs qui, d'ailleurs, ne se mariaient pas entre eux, n'avaient pas de contact entre eux, avaient même des origines différentes. Et donc, ça ne pouvait pas se régler aussi facilement. Voilà. Oui, c'est ça. Ce que vous montrez, c'est que ces deux rives, ces deux mondes, juifs de l'Est d'un côté, enfin juifs d'Allemagne d'un côté et juifs du Midi ou de Bordeaux de l'autre, oui. Ils se connaissent pas bien, ils se fréquentent pas. Non, et pourtant, au moment de la Révolution française, et on va retrouver cette distinction de manière très forte au moment de la Révolution française. Bien sûr, bien sûr. En quoi ils vont s'opposer les uns aux autres ? Au moment de la Révolution, les Juifs de Bordeaux, qui avaient des droits, voulaient surtout qu'on n'étende pas ces droits aux autres. Ils ne voulaient pas plus de droits pour eux, mais ils estimaient que, d'ailleurs, c'était des privilèges. On considérait ça comme des privilèges, des choses qui leur étaient propres. Il y avait un petit groupe qui n'avait rien, c'était les Juifs, on peut dire, parisiens. Car il y avait peu à peu ces Juifs qui venaient à Paris, au bout d'un certain temps, ne demandaient plus vraiment de permis. Ils s'étaient installés, ils faisaient un peu leurs affaires. Ils n'étaient pas riches en général, mais ils constituaient un petit milieu, et ce petit milieu a adhéré immédiatement à la Révolution. Aidé d'ailleurs par un... Il faut revenir sur ce personnage. Oui, par Jacques un Godard. personnage, Jacques Godard, qui faisait partie du conseil de commune, qui était un personnage qui était rousseauiste, on peut dire, d'un côté, c'est-à-dire ne serait-ce que pour l'aspect égalitaire du rousseauisme, mais qui en plus connaissait le milieu parce qu'il habitait un peu dans le quartier... c'est pas le quartier juif actuel, mais ce qui était le quartier juif de la rive droite à l'époque, correspondait en gros à l'espace l'espace du quartier de l'Horloge et du centre Pompidou aujourd'hui. Voilà, bon, en gros. Et donc, il a entrepris lui-même, en contact avec plusieurs juifs de ce quartier, il a fait le tour des sections parisiennes, il a fait voter des motions en faveur des Juifs. C'était l'époque un peu montante et enthousiaste de la Révolution. Tous ont accepté, sauf une section, la section des Piliers des Halles, c'est-à-dire à côté de Saint-Eustache, parce que c'était là où il y avait les fripiers, c'est-à-dire ceux qui revendaient ce qui se faisait beaucoup, des vêtements et qui étaient les concurrents directs des Juifs. Voilà. Mais sans ça, ça a été approuvé partout. Et ensuite, ils se sont rendus à l'Assemblée avec ça. Et c'est là qu'ils sont accueillis par... c'est à ce moment-là Clermont-Tonnerre, Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui est un de ces nobles très philosémites, qui voulaient leur émancipation, disons, qui les reçoit, qui les accueille, et qui a cette formule fameuse en disant il faut tout leur accorder comme individu, mais rien comme nation. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas constituer une nation à part, mais rentrer dans la nation, dans la France. Et c'est exactement ce que demandaient les Juifs parisiens. Voilà. Donc... Votre livre s'interrompt au moment du début de la Révolution française, on termine dessus. Est-ce que vous connaissez un petit peu la participation, ou la non-participation d'ailleurs, de ces Juifs parisiens au processus révolutionnaire ? Est-ce qu'ils sont complètement intégrés aux sections au fur et à mesure ? Oui, beaucoup. Ils se sont engagés d'ailleurs. Beaucoup sont partis combattre. C'était la deuxième question que j'allais vous poser en plus. Est-ce qu'on connaît un petit peu la participation des Juifs aux armées révolutionnaires, par exemple ? Parce que le gros problème, y compris pour Malesherbes, etc., c'était de dire... donner un statut disons, une citoyenneté aux Juifs, ça pose un problème parce que chez eux, en principe, le respect du premier commandement leur interdit de combattre. Mais en fait, on s'est rendu compte, ils se sont dit tout de suite que on pouvait, c'était pas inconciliable, etc., et qu'ils étaient prêts tout à fait à combattre. Ils se sont immédiatement engagés, d'ailleurs. Voilà.
C'est un livre tout à fait, vous pouvez vous en rendre compte rien qu'à écouter André Burguère, hein, c'est un livre tout à fait passionnant qui fait à la fois une histoire des Juifs, mais une histoire de Paris, une histoire des migrations aussi. La toute dernière question que j'aurais à vous poser, André Burguère, vous évoquez, par une expression assez rapidement, vous évoquez le statut d'un côté des honnêtes hommes dans cette société d'Ancien Régime. Je ne sais pas d'ailleurs si ça va continuer pendant la Révolution. Oui. Et vous opposez ces honnêtes hommes à, de l'autre côté, les mauvais sujets. C'est la catégorie, disons, policière. Est-ce qu'on va continuer, donc les mauvais sujets, ce seraient ceux qu'on estime être des arnaqueurs, les brocanteurs, les revendeurs, les colporteurs, et puis de l'autre, l'honnête homme, c'est bien celui en fait qui a une profession qui ne touche pas du tout au commerce. Oui. Donc, c'est les catégories de la police. C'est les catégories de la police. Est-ce que ces catégories de la police d'Ancien Régime vont continuer au-delà de la Révolution française? Est-ce qu'on le sait un petit peu? Ça, manière de donner les bons points et les mauvais points aux uns et aux autres. Oui, je termine sur autre chose, c'est-à-dire que devient, on peut dire, l'antijudaïsme au XIXe siècle. C'est un peu le sens de cette question, en effet. En attendant, bien avant l'affaire Dreyfus. Or, il y a un test intéressant, c'est justement, l'affaire Dreyfus révèle un inachèvement. C'est au moment du procès Henri, au moment où Henri est finalement, le capitaine Henri est relaxé, donc c'est une première victoire pour les anti-Dreyfusards. Il y a des manifestations gigantesques qui sont visiblement antisémites partout en France. Et dans des villes où on voit, dans une petite ville, des villes où il y avait aucune manifestation n'avait rassemblé plus de 3000 personnes, et là, c'est le double qui défile. Donc, on se rend compte que sur ce problème, se fixe une hostilité qui vient de loin, si vous voulez, et qui demande pas grand-chose pour se réveiller. Oui, donc d'un siècle à un autre, on est passé d'une ouverture des droits, c'est ce que vous dites. Hein. La France a été à la fois le pire État européen d'Ancien Régime pour le respect des minorités religieuses, et de l'autre côté, à la fin du XVIIIe siècle, celui qui a donné immédiatement la totalité de l'égalité des droits aux Juifs. Mais un siècle plus tard, on retrouvera un anti-judaïsme, antisémitisme très fort. Il est temps de passer le micro et la parole au public. Si vous avez des questions à poser à André Burguère, c'est le bon moment. Oui, monsieur. Merci beaucoup pour ce... Vous pouvez prendre le micro. D'abord, je voudrais remercier M. Burguia pour cet éclairage sur la société juive parisienne du XVIIIe. Il y a quelque chose qui m'a retenu dans votre ouvrage, c'est cette démarche que l'ensemble des juifs parisiens, le 26 août 1789, a pu faire pour demander l'émancipation au lendemain de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et j'ai le sentiment qu'il se produit quelque chose de particulier, de spécifique à Paris, et qui est intéressant quand on regarde la présence des Juifs dans les grandes métropoles en France à la fin du XVIIIe, c'est que tout d'un coup, cette séparation sur laquelle vous insistez, et qui est de fait quelque chose qu'on peut constater très fortement à Paris au XVIIIe siècle, entre la rive gauche et la rive droite, entre les Allemands et ceux que vous appelez les Bordelais d'origine le plus souvent avignonnaise pour ceux qui sont à Paris, on a l'impression que tout d'un coup, ils font cause commune. Et ça, c'est très difficile de concilier cette séparation d'un siècle et tout d'un coup ce mouvement commun. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'au fond, dans l'évolution des mentalités de ces mondes juifs parisiens, il y avait quand même, à la veille de la Révolution française, et évidemment dans les
toutes premières années, et malgré les antagonismes qui se manifestent ensuite entre portugais et puis allemands, entre guillemets, pour la marche vers l'émancipation, puisqu'il y a eu 2 textes différents en 90 et un en 91. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison sur le plan national, mais on dirait qu'à Paris, il y a une exception et qu'ils sont très en avance, et que la modernité de la vie parisienne, c'est précisément dans cette marche vers l'unification des différents mondes juifs. Oui, je crois que vous avez raison, il y a certainement aussi en partie une modernité, mais quand même, il ne faut pas oublier que la Déclaration des droits de l'homme est la base de l'argumentation des Juifs pour obtenir les droits. Oui. Donc, c'est, de ce point de vue-là, c'est imparable et ils s'en servent immédiatement. Mais ils n'obtiennent pas immédiatement la citoyenneté. Il faut attendre 2 ans. Parce qu'en même temps, il y a des mouvements très hostiles qui se manifestent. Et parmi les élus, et des élus, y compris des élus qui étaient considérés plutôt comme centristes ou peut-être pas d'extrême gauche, Robespierre leur était favorable depuis le début, par exemple. Mais des élus d'Alsace et de Lorraine leur étaient très hostiles. Ils disaient d'ailleurs, ils ne veulent pas être français parce qu'ils sont un peuple à part. Et donc, si on leur donne la citoyenneté, on créera un groupe d'étrangers à l'intérieur de la France. Voilà. Et en fait, il a fallu quand même 2 ans pour passer de cette décision à l'application. C'est juste quelques jours avant, ou même la dissolution, la fin de la Constituante, que ces droits leur sont accordés. Et pour prolonger la question de monsieur, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une exception parisienne sur ce qui se passe pour ces juifs-là, contrairement à ce qui se passerait dans d'autres villes ? Oui, on peut le dire, oui. Paris. Bon, ça dépend. Par exemple, à Bordeaux, les Juifs avaient de bons rapports avec le reste de la population, c'est-à-dire le reste des élites qu'ils voyaient. Et il n'y avait pas à un tel point qu'au moment des États généraux, on a failli leur permettre d'envoyer un élu local, si vous voulez, pour l'élection des constituants. Donc là, la situation leur était, on peut dire, plutôt favorable. Ils avaient de très bons rapports, bien sûr, avec l'élite. Ils participaient, ils avaient un rôle important dans le commerce international. Mais dans l'Est, au contraire, les rapports étaient effroyables. Et la révolution a été inaugurée dans l'Est par un pogrom où les Juifs ont dû quitter brusquement Mulhouse pour passer en Suisse, pour ne pas être massacrés. Bon, pourquoi ? Parce que là, les Juifs avaient un rôle très différent. Ils pourvoyaient, c'est eux qui achetaient des chevaux pour l'armée ou qui leur achetaient les victuailles. Ils avaient l'habitude de marchander avec les paysans et effectivement, ils s'arrangeaient pour leur acheter au meilleur prix. Et ils étaient détestés par ces paysans. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans le public ? Je vois pas. Ah oui. Merci pour votre exposé. Juste une précision. Est-ce qu'on peut connaître les limites chronologiques, limites entre guillemets, de votre ouvrage ? À la fin, j'ai voulu porter ça jusqu'à aujourd'hui, puisque je fais allusion sur cette obsession de quelque chose d'incompatible entre l'armée, la guerre et le fait d'être juif, sur ces Polonais qui, au moment de la guerre des 6 jours, où l'aviation israélienne a écrasé les Égyptiens, se sont dit, en fait, eux qui avaient détesté leurs juifs, se disent,
ce sont des Polonais. Voilà. Il y a quand même un bornage chronologique, disons, vous allez des années 1720 à peu près, en fonction des documents, aux années 1780-89, enfin, au début de la Révolution, à peu près. En fait, Bonaparte a été un grand diffuseur des droits des Juifs, mais on peut dire à son corps défendant, parce que lui-même n'était pas du tout, il les détestait. Seulement, il a exporté partout le code civil. Heine, voyant arriver les troupes françaises à Düsseldorf, considère que Bonaparte est une sorte de libérateur à cheval. Et donc, il ignorait ses sentiments profonds. Et il ne voyait qu'une chose, c'est que dès que Bonaparte arrivait dans une région, il imposait le droit français. Et le code civil, le droit français, donnait l'égalité aux Juifs, bien sûr. Ah, il y a une toute dernière question qu'on va devoir prendre de manière un peu rapide, mais... Merci. C'est une question rapide qui fait appel à votre érudition, Monsieur Burguière. Par rapport à l'exploration des archives parisiennes que vous avez pu faire, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous conseillez aux jeunes historiens qui sont dans la salle d'aller vérifier si Paul Hildenfinger, dans ses documents sur les inhumations à Paris au XVIIIe siècle, est-ce qu'il a publié de manière très complète les documents d'inhumation, ou est-ce qu'en allant fouiller dans les archives parisiennes du Châtelet, on trouverait aujourd'hui des documents d'inhumation intéressants qui pourraient compléter la publication qu'on a pu faire, Monsieur Hildenfinger? Qu'est-ce que vous avez trouvé vous-même quand vous êtes allé regarder les archives? Oui, certainement, on peut. Je me suis rendu compte que quand je suis passé des sources de Hildenfinger aux archives de la Bastille, effectivement, c'est autre chose, parce que là, il faut fouiller dans les cartons, et vous avez dans beaucoup de cartons, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses sur les Juifs, alors qu'ils étaient peu nombreux, parce qu'ils étaient très surveillés, parce que certains commissaires passaient leur temps à les recenser pour s'occuper d'eux, pour s'occuper de quelque chose, si vous voulez. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas toutes les études très locales où j'étudie les gens par maison, etc. Il y en a d'autres à faire. On peut encore... je suis loin d'avoir épuisé la source. Est-ce qu'on trouvera des choses radicalement différentes? Ça, je ne suis pas sûr. Mais enfin, on peut en tout cas reprendre les mêmes sources. D'ailleurs, les historiens font ça en permanence et les étudier de façon différente, de leur poser de nouvelles questions. Bien, merci beaucoup André Burguière. On peut découvrir votre travail dans ce livre qui est publié chez Arquet, que vous pouvez trouver à la librairie du musée. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci.